Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Ce matin-là, à 5 heures précises, quelque chose m'a tiré du sommeil. Un bruit sec, léger, comme un tiroir qu'on referme trop vite. J'ai d'abord cru que c'était le vent qui poussait un volet, mais non, il y avait des voix, de vraies voix, dans ma propre cuisine. En approchant du couloir, j'ai entendu le bruit du papier froissé. Puis une phrase qui a tranché l'air comme une lame. « Les 2 millions seront à nous, Luc. Elle n'en profitera plus longtemps. » La voix de Marianne, ma belle-fille. Je me suis figée derrière la porte entr'ouverte. À travers l'interstice, j'ai vu son dos, raide, penché au-dessus de mes documents de vente, étalés sur la table comme des pièces à conviction. Elle tenait mon acte notarié entre ses doigts, parfaitement manicuré, son téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule. Elle répéta, plus bas, mais avec une assurance glaciale, « On doit juste attendre un peu, elle ne sait plus gérer tout ça. » À sa droite, Luc, mon fils, mon unique enfant, restait debout, les bras croisés. Il ne disait rien, rien du tout. Son silence pesait plus lourd que n'importe quelle insulte. Je ne voyais pas son visage, seulement sa posture, immobile, passive. Ce silence-là, je le connaissais trop bien. C'était celui d'un homme qui n'a plus le courage de défendre la personne qu'il a élevée. Mes doigts se sont refermés sur le chambranle de la porte. Un frisson m'a traversé, discret, presque imperceptible, mais je n'ai pas bougé. Marianne poursuivit. Elle n'en a plus pour longtemps à entretenir une maison pareille. Et puis, à son âge, tu vois bien. À mon âge, comme si mes années étaient déjà comptées, comme si ma vie n'était plus qu'une parenthèse en attente de fermeture. Mon regard a glissé vers la table. À côté de leurs mains, il y avait un enveloppe Kraft, fermé, soigneusement. Le même enveloppe que j'avais laissé la veille, celui contenant mes relevés bancaires, que je n'avais pas encore eu le courage d'ouvrir. Foreshadowing, dirait un scénariste. Moi, à cet instant, j'y ai vu autre chose, une frontière. La frontière entre ce que je croyais encore être une famille et la vérité que je refusais de regarder en face. Marianne a reposé les documents, satisfaite. Puis elle a ajouté d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. Quand elle vendra, on aura enfin un avenir. Il suffit juste qu'elle tienne encore un peu. Tienne encore un peu. Comme s'il s'agissait d'une course où je serais le dernier obstacle à franchir. J'ai reculé d'un pas, silencieuse. Mes jambes tremblaient à peine. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai seulement senti quelque chose se rompre en moi, doucement, proprement, comme un fil trop usé. En remontant l'escalier, une phrase s'est formée dans mon esprit. Une phrase simple, une phrase définitive. Je ne savais pas encore que ce matin-là, c'était la fin d'une ère. J'ai refermé la porte de ma chambre derrière moi. Et dans le silence, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie éveillée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 3 heures plus tard, j'allais être assise dans le bureau de Maître Lefebvre, et que ce que je signerais ce jour-là allait changer leur destin. Pas le mien. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Je m'appelle Madeleine Durand. J'ai 70 ans cette année. Et si vous aviez croisé ma vie il y a encore quelques mois, vous m'auriez trouvée tranquille, discrète, presque effacée. Le genre de femme qui sourit plus qu'elle ne parle, qui s'excuse même lorsqu'elle n'a rien fait. J'ai longtemps cru que c'était une qualité. Aujourd'hui, je ne suis plus si sûre. Je suis née en Normandie, dans un petit village au bord de la mer. Une maison blanche, des volets bleus, un jardin de pivoine que mon père entretenait chaque dimanche. C'était une maison simple, mais pleine de lumière, pleine de rire. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris à coudre avec ma mère, c'est là que j'ai rêvé pour la première fois de devenir couturière. Le destin a voulu que je le devienne réellement. J'ai travaillé 40 ans dans un petit atelier de quartier, au milieu des tissus, des coutures, des aiguilles, des clientes pressées et des confidences chuchotées. Un métier humble, mais un métier que j'aimais. Il faut dire que la couture, c'est un peu comme la vie. On assemble, on répare, on consolibe. Parfois, on défait tout pour recommencer. J'ai rencontré Henri à 22 ans. Il faisait rire tout le monde. Il était instituteur, passionné de poésie, incapable d'attacher une cravate sans mon aide. On s'est mariés dans l'église du village et 1 an plus tard, notre fils Luc est né.
Je n'ai jamais oublié le moment où l'infirmière me l'a posé sur la poitrine. J'ai senti son petit corps chaud contre moi, son souffle léger, et j'ai compris que ma vie avait trouvé son sens. Mais la vie, elle, ne suit jamais le fil qu'on avait prévu. Quand Luc avait seulement 7 ans, Henri est mort soudainement d'une crise cardiaque. Une journée comme les autres, un appel et le monde s'est effondré. On dit souvent que la douleur finit par passer. Ce n'est pas vrai. On apprend simplement à vivre avec. J'ai élevé Luc seul. Une mère seule dans les années 80, ce n'était pas simple. Je travaillais tard, je faisais les devoirs avec lui le soir, parfois les larmes aux yeux sans qu'il s'en aperçoive. J'ai renoncé à beaucoup de choses, vacances, sorties, rêves personnels. Mais je n'ai jamais regretté. Luc était ma raison, mon combat, ma fierté. Quand mes parents sont morts, j'ai hérité de la maison de Normandie. Elle était vieille, un peu abîmée, mais elle portait encore leur odeur, leur voix, leur chaleur. Pendant longtemps, je l'ai gardée comme un refuge, un morceau de passé accroché au présent. Mais les années ont passé et entretenir cette grande bâtisse devenait trop lourd pour mes épaules fatiguées. Alors oui, j'ai envisagé de la vendre, pas pour profiter, pas pour m'enrichir, mais pour vivre mes dernières années avec plus de légèreté. Je répétais souvent une phrase sans m'en rendre compte. Je ne veux pas être un poids pour personne. C'était ma peur la plus profonde et la plus silencieuse. Luc, de son côté, avait grandi. Il était devenu un homme sérieux, studieux, travailleur. Quand il a rencontré Marianne, j'étais heureuse pour lui. Elle était élégante, souriante, polie. Le genre de femme qui serre votre main avec une douceur étudiée, qui vous appelle belle maman, comme si elle vous connaissait depuis toujours. J'aurais dû remarquer que ses sourires étaient un peu trop parfaits, que ses compliments étaient un peu trop polis. Mais une mère veut croire, elle veut espérer. Lorsque leur propriétaire a vendu leur appartement, ils m'ont demandé s'ils pouvaient s'installer chez moi pour quelques mois, juste le temps de se retourner. Bien sûr que j'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? Luc est mon fils unique. Et puis la maison était grande, bien trop grande pour moi seule. Leur présence m'a même fait du bien, au début. J'aimais entendre des pas dans le couloir, des rires au salon, sentir la vie reprendre dans ses murs fatigués. Les premières semaines ont été simples, douces presque. On dînait ensemble, on regardait des films le dimanche soir. Marianne rangeait parfois la cuisine, me parlait de son travail dans la mode, de ses clients exigeants, de ses ambitions. Elle semblait attentionnée. Luc, lui, riait plus qu'avant. J'étais heureuse de les avoir près de moi. Mais quelque chose, progressivement, a changé. Pas brusquement, non. Plutôt comme un tissu qui se découd fil après fil. Des petites remarques, des silences, des regards. Rien de violent, rien de net. Juste des fissures. Je me disais que je me faisais des idées, que je vieillissais peut-être, que je devais faire des efforts. Parce qu'une mère, une belle mère surtout, ne veut jamais déranger, parce qu'on nous apprend à nous effacer pour laisser de la place aux autres. Mais j'aurais dû voir les signes. Ils étaient là, discrets mais réels. Et le jour où ils ont franchi un seuil que je ne pouvais plus ignorer, c'était le début d'une chute que j'imaginais pas encore. Les premières semaines, je me répétais que tout irait bien, que chaque cohabitation exige une période d'adaptation. Mais ce matin-là, alors que je rangeais simplement quelques serviettes dans le buffet du salon, un détail infime a tout fait basculer. Je suis entrée dans ma cuisine, enfin, ce qui était autrefois ma cuisine, et j'ai compris en un instant que quelque chose avait changé. Tous les placards étaient ouverts, les boîtes d'épices déplacées, le pot de farine que je gardais toujours dans le deuxième tiroir était désormais sur l'étagère du haut. La nappe brodée par ma mère avait disparu du plan de travail, et au milieu de cette scène de chaos organisé, il y avait Marianne, bras croisés, un air satisfait sur le visage, comme une décoratrice venue moderniser un espace selon ses propres règles. Elle m'a regardé en souriant, ce sourire poli, presque professionnel. « Oh, Madeleine, je range un peu, c'est plus logique comme ça. » Plus logique, comme si ma vie tout entière avait été un désordre à corriger. Je me suis approchée doucement. Oui, mais j'ai l'habitude de garder les choses dans un certain ordre. Elle n'a même pas levé les yeux de son tri. Justement, on va t'aider à t'habituer à quelque chose de plus fonctionnel. « On », ce mot m'a frappée. Elle ne parlait pas d'elle seule, elle parlait d'eux. Ils formaient un bloc, un duo, et moi, j'étais de trop.
Je suis restée silencieuse, je n'ai pas voulu faire d'histoire. Mais lorsque je me suis tournée vers le placard où je gardais depuis 30 ans ma tasse blanche au motif bleu, celle que ma mère m'avait offerte, le choc m'a transpercée. Le placard était vide. « Où est ma tasse ?» ai-je demandé, d'une voix qui sonnait plus faible que je ne l'aurais voulu. Marianne a haussé les épaules. « Oh ça, fendue, j'ai dû la jeter, c'était vraiment vieux, tu sais. » Je suis restée là, sans un mot. Ce n'était qu'une tasse. Une tasse, oui. Mais c'était mon rituel du matin, un morceau de mon histoire, quelque chose qui avait survécu à des deuils, à des déménagements, à la fatigue de ma vie. J'avais beau savoir qu'un objet n'est qu'un objet, celui-là, je ne le jetais pas. Puis Luc est entré dans la cuisine. Il a regardé Marianne, puis moi. Et tout ce qu'il a dit, c'est « Marianne, tu pourrais au moins prévenir maman ». Sa voix manquait de conviction, comme s'il s'excusait déjà pour sa propre remarque. Marianne lui a lancé un regard qui n'était ni méchant, ni violent, mais autoritaire. Et il s'est tu, comme ça, en une seconde. J'ai senti une brûlure dans la poitrine. Pas de la colère, non, ça, ce serait venu plus tard, mais une tristesse profonde, sourde. C'était mon fils, l'enfant que j'avais nourri, protégé, aimé sans jamais compter. Et il ne trouvait pas la force de défendre une tasse, non, pas la tasse, moi. Je suis sortie de la cuisine, pas en faisant un drame, pas en claquant la porte. Je suis sortie comme une femme qui comprend que quelque chose s'est déplacé dans sa maison, mais qui ne sait pas encore l'ampleur de ce déplacement. Le lendemain, la deuxième humiliation est arrivée plus vite que prévu. Je voulais préparer une soupe pour le dîner, un geste simple, presque instinctif. Je suis allée chercher le bouillon dans le frigo et je me suis retrouvée devant une image que je n'ai pas comprise tout de suite. Une chaîne métallique fine, accrochée au poignet du frigo. Un petit cadenas doré, brillant, neuf. J'ai cligné des yeux. 1 seconde, 2, 3. Puis la voix de Marianne a résonné derrière moi. « Ah, oui, j'allais te prévenir. On a acheté un cadenas pour le frigo, juste pour organiser un peu mieux ce que chacun achète. Tu comprends ?» Je me suis retournée lentement. « Un cadenas pour le frigo ?» Elle a hoché la tête avec un air naturel parfaitement étudié. C'est plus sain, on partage certaines choses, pas tout. Et puis, vu notre régime, tu ne manges pas pareil. Régime, sain, organisation, des mots qui masquaient mal le vrai. Exclusion. Luc est passé derrière elle au même moment. Je l'ai regardé. Il a baissé les yeux. Encore. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais rien n'est sorti. Le souffle s'est coincé quelque part entre ma gorge et mon cœur. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais surprise, blessée, déroutée. Faire ça dans ma maison. Avec ma nourriture, sans même me consulter. Marianne, elle, a continué comme si de rien n'était. Et si tu veux quelque chose dans le frigo, tu n'as qu'à demander, on ouvrira. On ouvrira. Un frisson a remonté ma nuque. Je n'étais plus une mère, ni une hôte, ni même une personne autonome. J'étais devenue quelqu'un qui doit demander la permission. Ma main s'est crispée contre le plan de travail. Je ne savais pas encore si je tremblais de honte ou de lucidité. L'après-midi, alors que je rangeais une pile de linge dans ma chambre, mon regard est tombé sur un objet dépassant légèrement du sac à main de Marianne, posé sur la chaise du couloir. Un petit carnet à couverture noire, le même que j'avais déjà aperçu la veille lorsque je l'avais surprise en train de prendre des notes au salon. Je n'y ai pas touché, je me suis seulement arrêtée 1 seconde. Mais cette seconde, ce minuscule fragment de temps, a planté dans mon esprit une graine silencieuse. Une graine qui, plus tard, allait exploser en vérité. Le soir, alors que je me préparais à monter dans ma chambre, Luc m'a appelé. « Maman, tu vas bien ?» Une question banale. Mais dans sa voix, il n'y avait ni inquiétude réelle, ni affection profonde. Il y avait juste quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Je lui ai souri faiblement. « Oui, Luc, bonne nuit. » Et je suis montée. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit. Je n'avais pas crié, je n'avais pas pleuré, je n'avais rien dit. Mais dans le silence, une phrase s'est imposée à moi. Je ne peux plus ignorer. Je ne savais pas encore où cette pensée allait me mener. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce soir-là, j'ai senti mon cœur se redresser. Pas pour me battre, pas encore, juste pour exister. La nuit qui a suivi cette humiliation,
Je n'ai pratiquement pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la maison, les pas dans le couloir, les portes qui grincent, le frigo, ce frigo verrouillé qui se mettait en marche. Chaque son semblait me rappeler une vérité que je ne voulais plus fuir. Je n'étais plus chez moi. Vers 4 heures du matin, j'ai allumé ma lampe de chevet. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Il y avait là une enveloppe épaisse, jaunie par le temps, scellée avec un petit morceau de scotch. C'était l'enveloppe contenant tous les documents liés à la maison de Normandie, mes relevés d'épargne, mon testament original, tout ce que j'avais accumulé en une vie. Je l'ai posé sur mes genoux et pendant un instant, mes mains ont hésité au-dessus du rabat. Un geste minuscule, mais qui pesait des années de loyauté, d'amour maternel, de sacrifice silencieux. Puis j'ai inspiré profondément et j'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait les feuilles soigneusement rangées par Henri autrefois, sa petite écriture serrée, ses annotations sur la marge. J'ai passé mon pouce sur ses traces, comme si je pouvais encore sentir sa présence. Il aurait su quoi faire, il aurait su me dire quand arrêter de donner. Moi, je n'avais jamais appris. Mais cette fois, une certitude froide s'installait en moi. Il était temps de reprendre ma vie en main. À 8 heures tapantes, dès que le soleil a percé entre les rideaux, j'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Lefebvre. Sa voix endormie a répondu au bout de quelques sonneries. « Madeleine, tout va bien ?» Je n'ai pas tourné autour du pot. Je n'en avais plus la force. « Maître, j'ai besoin de vous voir aujourd'hui, c'est urgent. » Il y a eu un silence, court mais significatif. Puis il a répondu « Passez à 14 heures ». J'ai raccroché. C'était fait. Je n'avais plus le droit de reculer. À midi, alors que je m'apprêtais à partir en avance pour prendre le métro, ma voisine du 3e étage, Madame Rousseau, m'a interceptée dans le hall. Elle m'a regardée avec ses yeux doux, pleins d'inquiétude. « Madeleine, tu as l'air pâle. Tout va bien chez toi ?» J'ai voulu dire oui, j'ai voulu sourire, mais rien n'est sorti. Elle a soupiré, comme si elle comprenait sans que je parle. « C'est à cause de ton fils, n'est-ce pas, et de sa femme. » J'ai baissé les yeux. Elle a posé une main sur mon bras. « Écoute, ma chérie, parfois il faut savoir laisser passer. Tu es âgée, tu ne devrais pas te fatiguer avec tout ça. L'harmonie vaut plus que l'orgueil. » L'harmonie. Ce mot m'a frappé comme une gifle douce. L'harmonie. Ou le silence imposé. Je l'ai remerciée, mais au fond, je savais que cette fois, je ne me laisserais plus effacer. À 14 heures précises, j'étais assise dans le bureau de Maître Lefebvre, situé rue Saint-Antoine. La lumière qui entrait par la fenêtre éclairait les dossiers empilés sur son bureau, la reliure verte de la loi, les stylos soigneusement alignés. Il m'a observé longuement. « Dites-moi ce qui vous amène. » Alors j'ai tout raconté. Pas dans le détail humiliant, pas les mots exacts de Marianne, pas la scène du frigo cadenassé, seulement le nécessaire, la dégradation, les silences, ce fil invisible qui s'était rompu. Quand j'ai terminé, il est resté immobile quelques secondes. « Madeleine, vous êtes certaine de ce que vous demandez ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je veux modifier mon testament et je veux protéger mes biens. » Il a pris son stylo, a ouvert un formulaire vierge. « Très bien, dites-moi exactement ce que vous souhaitez. » C'est alors que les mots sont sortis, lentement, précisément, avec la même netteté qu'un fil qu'on coupe pour ne plus jamais recoudre. Je me suis entendue dire « Je veux retirer Luc comme bénéficiaire. Je veux que tout revienne à Gabriel. » Le stylo s'est arrêté en plein mouvement. Il m'a regardé. « C'est grave, vous en avez conscience ?»« Oui, mais c'est juste. » Il a repris son écriture, sans autre commentaire. Pendant qu'il remplissait le document, je regardais ses mains tracer mon avenir et celui de Luc. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable, juste lucide. En rentrant chez moi, j'ai pris une décision supplémentaire. Pas une vengeance, pas une manœuvre, une simple mesure de sécurité. J'ai ressorti l'enveloppe Kraft, tous les papiers, les titres de propriété, les copies notariées. Je les ai numérisés un par un avec mon vieux scanner posé dans l'armoire, celui que j'utilisais autrefois pour mes documents administratifs. Le bruit mécanique de la machine me donnait l'impression de respirer enfin. Chaque feuille scannée était comme un morceau de vie que je récupérais. J'ai enregistré les fichiers sur un petit USB bleu, le même que j'utilisais pour les photos de famille. Puis, j'ai changé son étiquette. J'ai écrit au dos « Important, ne pas jeter ». Lorsque j'ai reposé l'USB dans sa boîte en métal, une étrange sensation m'a envahi.
comme si j'avais enfin posé une armure autour de moi, pas pour attaquer, mais pour me défendre. Enfin. Ce soir-là, en me glissant dans mon lit, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Une page venait de se tourner. Pas brusquement, pas avec violence, mais avec la précision lente et déterminée d'une femme qui reprend la propriété d'elle-même. Et dans le silence de ma chambre, une seule phrase résonnait. « Je n'ai pas fini d'exister ». Le lendemain de ma visite chez Maître Lefebvre, je me suis réveillée avec une certitude froide au creux du ventre. Pas de peur, pas de honte, une certitude, une direction. Pendant des années, j'avais laissé la vie décider pour moi. Ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui tenais le fil. Je suis sortie de la maison avant que Luc et Marianne ne se lèvent. L'air était frais, presque coupant, mais il avait une saveur nouvelle, celle de la liberté, même timide. La première étape était simple, ouvrir un compte bancaire séparé, qui ne dépendait de personne, que personne ne pourrait surveiller ou manipuler. J'avais toujours eu un compte joint avec Luc pour certaines factures familiales, une habitude que je croyais pratique et pleine de confiance. Aujourd'hui, elle me semblait dangereuse. À la banque, l'employée m'a accueillie avec un sourire doux. Elle m'a tendu des formulaires, m'a expliqué les options, m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour remplir les documents. Je signais encore et encore. Chaque signature me donnait l'impression de reprendre une partie de moi que j'avais perdue. Quand la jeune femme m'a remis ma nouvelle carte bancaire, j'ai eu un léger tremblement dans la main. Un tremblement d'émotion, pas de fragilité. Dehors, je me suis arrêtée sur le trottoir. Le soleil éclairait la façade de la banque. J'ai glissé la carte dans mon sac, tout près de mes documents scannés. Puis j'ai murmuré « Une chose de faite ». L'étape suivante fut plus intime, plus symbolique. En rentrant chez moi, je suis montée directement dans ma chambre. J'ai regardé la poignée de ma porte, cette poignée que n'importe qui pouvait tourner à tout moment, sans frapper, sans prévenir. C'était ma chambre, mais elle n'était plus mon espace. Alors j'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'ai pris les 2 petites clés que j'avais achetées en secret la veille dans une boutique de bricolage du quartier. Une serrure simple, discrète, mais solide. Je me suis mise à genoux et j'ai installé la serrure sur ma porte, vis après vis, tournevis après tournevis. Chacun de mes gestes était une affirmation silencieuse. Cette pièce est à moi, mon refuge, mon territoire. Quand la serrure a cliqué pour la première fois, j'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine, une sensation oubliée, le contrôle. Je descendais l'escalier lorsque j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Luc était rentré du travail. Marianne le suivait, talons claquants comme des coups secs sur le parquet. En passant près de la cuisine, elle a aperçu le sac de bricolage vide sur la table, celui que j'avais utilisé pour la serrure. Son regard s'est immédiatement assombri. « Madeleine, c'est quoi ça ?» Sa voix n'avait rien d'agressif, mais elle tranchait l'air comme une lame fine. Je me suis tournée vers elle calmement. J'ai fait quelques aménagements dans ma chambre. Elle a froncé les sourcils. « Aménagement, tu changes quelque chose sans nous prévenir ?» Je l'ai regardée. Ce qu'elle venait de dire était si ironique que j'aurais pu en rire. « C'est ma chambre, Marianne. » Elle a écarquillé les yeux, choquée comme si je venais d'annoncer une absurdité. « On vit ici aussi, non? On doit pouvoir circuler. » Circuler. Le mot m'a glacée. Comme si ma chambre était un couloir, comme si ma vie n'était plus qu'un espace traversé par d'autres. Luc s'est approché, mal à l'aise. « Marianne, laisse, maman fait ce qu'elle veut. » Mais sa voix manquait de force. Il parlait pour éviter le conflit, pas pour me protéger. Marianne s'est retournée vers lui. « Tu trouves ça normal, toi ?» Luc n'a pas répondu. Il a simplement baissé les yeux, encore, comme chaque fois. Alors j'ai pris une inspiration lente, mes mains parfaitement stables. J'ai verrouillé ma chambre et j'en ai parfaitement le droit. Marianne a ouvert la bouche pour répliquer, mais Luc a posé une main sur son bras. Elle a soufflé bruyamment, exaspérée, puis est montée à l'étage. Ses pas résonnaient comme de petits coups secs dans mes tempes. Luc est resté dans le couloir, tête basse. Il voulait parler, il n'y arrivait pas. Finalement, il a murmuré « Maman, tu nous mets mal à l'aise. » Je l'ai regardé longtemps, sans colère, sans larmes, juste avec une lucidité nouvelle. « Ce n'est pas moi qui ai changé les choses, Luc.
Il n'a rien répondu. Et dans son silence, j'ai compris que quelque chose en moi venait de se solidifier, de se sceller. Je me suis éloignée, doucement, sans bruit. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et cette fois, j'ai tourné la clé sans trembler. Dans le calme de la pièce, j'ai posé ma main sur la serrure encore tiède, et j'ai murmuré très bas. J'étais prête. Les jours qui ont suivi furent étranges, presque étouffants, comme si, après avoir verrouillé ma porte, j'avais déclenché quelque chose chez Marianne, un mécanisme, une sorte d'instinct de contrôle. Avant, elle surveillait discrètement. Maintenant, elle observait chaque geste. Le matin, je descendais préparer mon thé. À peine le sachet touchait-il l'eau chaude que Marianne surgissait dans la cuisine, son sourire trop large pour être honnête. « Madeleine, tu prends encore ce sucre, tu sais que ce n'est pas très bon pour ton âge. » Mon âge. Encore, toujours. Elle se penchait ensuite vers la boîte de thé. « Et ça, tu devrais peut-être en racheter, tu consommes beaucoup ?» Je la regardais, stupéfaite, elle notait mentalement. Doser mes habitudes comme si elle gérait un stock. Au déjeuner, elle me demandait « Tu peux participer pour les courses? On dépense beaucoup depuis que tu es là. » Depuis que j'étais là, dans ma propre maison. Un soir, elle m'a tendu un petit tableau imprimé avec 3 colonnes. Achat, coût, contribution. J'ai senti la salle tourner une seconde. C'est pour s'organiser, Madeleine, tu comprends. Je comprenais, oui. Je comprenais qu'elle tentait d'installer une logique où je devenais dépendante d'eux, où je devais prouver ma participation, alors que c'était moi qui les hébergeais. Luc, lui, devenait une ombre. Il évitait mon regard, ou bien il parlait de choses futiles, la météo, le travail, les petites misères du métro, tout pour contourner l'essentiel. Un soir, pourtant, la vérité a fini par sortir. Nous dînions dans un silence un peu tendu. Marianne parlait chiffres, dépenses, organisation, comme si un repas de famille était un tableau Excel. J'ai déposé mes couverts. « Marianne, je trouve que ça fait beaucoup de remarques ces derniers temps. » Elle a souri, lentement. On essaie juste d'être équitable. J'ai tourné la tête vers Luc. « Et toi, tu trouves ça normal ?» Il a posé sa fourchette, soupiré, puis il a lâché la phrase qui m'a transpercée plus sûrement qu'un coup de couteau. « Maman, tu as vécu ta vie, laisse-nous vivre la nôtre. » Je l'ai fixé, incapable de parler, mes oreilles bourdonnaient. Ma vie, comme si elle était finie, comme si j'étais une parenthèse gênante. Marianne, elle, a baissé les yeux avec un sourire satisfait. Pas large, pas visible pour tous, mais je l'ai vu, je l'ai senti. C'était un sourire de victoire. Ce soir-là, je suis remontée dans ma chambre le cœur serré, mais plus lucide que jamais. Je me suis assise sur mon lit, la lumière de la lampe projetant une lueur douce sur le mur. J'ai repensé à ma tasse cassée, au cadenas du frigo, à la surveillance constante, aux remarques sur mon âge. Tout formait soudain un ensemble cohérent, un plan, un conditionnement progressif, et je n'étais plus prête à m'y soumettre. Le lendemain, j'ai décidé de nettoyer un peu le salon. Un geste banal, mais c'est souvent au milieu de gestes banals que la vérité apparaît. En ramassant des magazines tombés sous la table basse, quelque chose a attiré mon regard, un bout de papier blanc, froissé, coincé entre 2 coussins du canapé. Je l'ai tiré doucement. C'était une feuille imprimée, un email. L'en-tête comportait le nom de Marianne, sa boîte personnelle. J'ai senti mes doigts se resserrer. Je n'ai pas eu besoin de lire plus de 3 lignes pour sentir le sol se dérober sous mes pieds. Elle ne tiendra plus longtemps. Luc dit qu'il faut être patient. Quand elle vendra et qu'on aura l'argent, on pourra enfin avancer. Tout mon corps est devenu froid, très froid, comme si la pièce s'était vidée de toute chaleur. J'ai continué à lire. Elle ne peut pas vivre éternellement, c'est une question de temps. Une question de temps. Les mots flottaient devant moi, lourds, venimeux, indélébiles. Ce n'étaient plus des suppositions, ce n'étaient plus des intuitions, ce n'était plus une phrase entendue par hasard, c'était écrit, clair, calculé. Ils attendaient que ma vie s'effrite pour prendre ce qui m'appartenait. Non, pas il, elle. Et Luc, il savait, il n'empêchait pas, il laissait faire. Je me suis levée, encore tremblante. J'ai regardé autour de moi. La maison me semblait soudain étrangère.
Chaque mur, chaque meuble, chaque photo semblait murmurer quelque chose que je n'avais jamais voulu entendre. J'ai voulu déchirer la feuille, mais je me suis arrêtée. Non, je l'ai repliée soigneusement, puis je l'ai glissée dans mon tiroir personnel, dans ma chambre verrouillée. Une preuve, une balafre, un réveil brutal. Le soir même, Marianne est rentrée avec des sacs de courses. Elle a déposé 3 reçus sur la table et m'a lancé. « Tu peux participer à hauteur de la moitié ?» Je l'ai regardé longtemps, sans répondre. Luc, lui, semblait nerveux, mais il n'a rien dit. Rien. Et moi, dans ce silence, j'ai compris ceci. Ils avaient franchi une limite. Et moi aussi. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai tourné la clé. Le clic du verrou a résonné comme un coup de tonnerre, comme si quelque chose venait de se déplacer définitivement dans ma vie. Je me suis assise sur le lit. J'ai posé ma main sur la poche où se trouvait l'email et j'ai murmuré. « Très bien, vous voulez jouer à ça, alors on va jouer. » Le lendemain matin, la maison était d'un silence étrange. Pas le silence doux d'un dimanche tranquille, non. Un silence tendu, lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Luc et Marianne étaient sortis tôt. Une réunion importante, avait-elle lancé en claquant la porte, ses talons frappant le sol comme des coups secs. J'étais seule. Et pour la première fois depuis longtemps, cette solitude m'a semblé accueillante. Je rangeais le salon, plus par réflexe que par envie. Je relevais les coussins, pliais un plaid, remettais une pile de magazines en ordre. Et c'est là que je l'ai vu. Un petit objet noir, coincé entre le bras du canapé et l'accoudoir. À moitié dissimulé, comme s'il avait glissé là par accident. Je me suis penchée. Je l'ai tiré délicatement. C'était un carnet, format poche, couverture en cuir noir. Très sobre, très discret. Trop discret. Je le reconnaissais immédiatement. C'était le carnet de Marianne. Je l'avais déjà aperçu 2 fois, une fois dans son sac et une fois lorsqu'elle écrivait rapidement quelque chose avant de refermer brusquement la couverture. Je suis restée immobile, le carnet dans la main. Mon cœur battait plus vite, mais mon esprit était étonnamment calme, un calme tranchant. Je me suis assise sur le canapé, lentement. J'ai caressé la couverture du bout des doigts. Le cuir était lisse, presque froid. Devais-je l'ouvrir ? Une partie de moi disait non. La partie polie, élevée, pour respecter la vie privée, la pudeur, la bienséance. Mais une autre partie, celle qu'ils avaient réveillée avec leurs humiliations, avec leurs mots, leur silence, leur avidité, murmurait « Tu as le droit de savoir ». Alors j'ai ouvert. La première page ne contenait qu'une date, 27 février. Je suis passée à la page suivante et mes doigts ont tremblé. Elle ne tiendra plus longtemps. On doit être patient. Luc dit qu'elle va finir par vendre tôt ou tard. Je me suis sentie glacée, mais j'ai continué. Je voulais tout voir, tout comprendre. Page 3. Si elle vend enfin cette maison, on aura l'argent pour lancer l'agence. Je ne peux plus vivre dans cette atmosphère. Elle s'accroche à ses vieilles habitudes, ses vieilles choses. Elle vit dans un autre temps. Mes yeux brûlaient, mais aucune larme ne tombait. Pas encore. Page 5. Hier soir, elle a verrouillé sa chambre. Ça devient ridicule. On doit trouver un moyen d'accélérer. Peut-être qu'en lui montrant qu'elle dépend de nous, elle finira par lâcher prise. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. J'ai tourné la page. Page 7. Elle commence à faiblir émotionnellement. Luc pense qu'elle ne supportera pas longtemps cette tension. Quand elle s'épuisera, elle finira par céder. Et après, tout nous reviendra. Cette phrase-là, ce fut comme recevoir une gifle en pleine poitrine. Quand elle s'épuisera, quand tout nous reviendra. J'ai fermé les yeux un instant. Plus de doute possible. Ce n'était pas une maladresse, ni une cohabitation difficile, ni une série de malentendus. C'était une stratégie, un plan, froid, calculé, coécrit par celle qui partageait la vie de mon fils. J'ai tourné encore quelques pages, page 10. J'ai pris des photos des papiers qu'elle laisse traîner, pour être prête au cas où elle ferait quelque chose d'impulsif. Et soudain, un souvenir m'éclaire. Madame Rousseau, la voisine, me disant un jour « Je l'ai vue photographier des dossiers dans ton salon. Je me suis dit que c'était bizarre. » À l'époque, j'avais haussé les épaules. Je ne voulais pas croire qu'une femme puisse être aussi intrusive.
Aujourd'hui, je comprenais. Tout prenait sens. Tout s'emboîtait avec une précision effrayante. Je suis restée longtemps, très longtemps, immobile, le carnet ouvert sur mes genoux. Comme si le temps s'était arrêté autour de moi. Je ne pleurais pas, je ne tremblais plus, je ne doutais plus. Je voyais enfin la vérité toute nue. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai refermé doucement le carnet. Le claquement sec de la couverture fut comme un verdict. Je me suis levée. J'ai replacé le carnet exactement à l'endroit où je l'avais trouvé, entre les coussins. Ni trop visible, ni trop caché. Personne ne devait savoir que je savais. Pas encore. Puis, je suis montée dans ma chambre. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était calme, très calme. Je me suis entendue murmurer. Ce n'était pas une vengeance, c'était la justice. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie entièrement, profondément lucide. Le soir où tout a éclaté, il ne s'est rien passé d'extraordinaire en apparence. Pas de tempête, pas de dispute avant l'heure, pas d'orage dans le ciel. Juste une maison trop silencieuse, trop propre, trop bien rangée pour être honnête. J'étais dans la cuisine, en train de verser de l'eau dans la bouilloire, lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Marianne est apparue la première, suivie de Luc qui portait son éternelle fatigue comme un manteau trop lourd. Elle s'est approchée du plan de travail en prenant une bouteille dans le placard. Dès qu'elle a vu la bouilloire, elle a lâché un petit rire. « Ah, tu fais encore du thé à cette heure-là? C'est mauvais pour le sommeil, tu sais. » Je n'ai rien répondu. Luc s'est approché timidement. « Ça va, maman ?» J'ai regardé l'un puis l'autre, puis j'ai posé la bouilloire. Mes mains ne tremblaient pas, ma voix non plus. On doit parler. Ce fut comme si le temps s'était arrêté une seconde seulement, mais suffisamment longue pour que Marianne tourne légèrement la tête, intriguée, un sourcil arqué. « Parler de quoi ?» a-t-elle demandé, avec un ton trop léger pour être sincère. « De ce qui se passe ici. » Elle a fait semblant de rire. « Madeleine, s'il te plaît, tu dramatises tout. » Je me suis avancée et j'ai posé sur la table l'enveloppe que je gardais dans ma poche depuis 2 jours. Mais je ne l'ai pas ouverte, pas encore. « Assoyez-vous », ai-je dit calmement. Le ton n'était pas une demande, c'était un ordre. Et étonnamment, ils ont obéi. Luc s'est installé sur la chaise en face de moi. Marianne est restée debout quelques secondes de trop, comme si elle hésitait à s'imposer ou à fuir. Finalement, elle a tiré une chaise et s'est assise, les bras croisés, déjà sur la défensive. J'ai regardé longuement leur visage. Le fils que j'avais porté, nourri, aimé. Et la femme qui avait pris une place dans sa vie, puis dans la mienne. Je sais tout. Luc a cligné des yeux. Tout quoi? J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de théâtre, pas de mise en scène. Juste la feuille imprimée retrouvée sous les coussins. L'email. Je l'ai posé devant eux. Le silence qui a suivi n'était plus un simple silence, c'était un mur. Marianne l'a attrapé d'une main trop rapide, trop nerveuse. Ses yeux ont parcouru les lignes. 1 seconde, 2, 3. Puis elle a levé la tête, le visage soudain fermé. « C'est privé, tu n'avais pas à lire ça. »« Tu n'avais pas à l'écrire. » Elle a voulu répondre, mais ma voix l'a coupée net. « Et ce n'est pas tout. » J'ai croisé les bras, imperturbable. « J'ai vu ton carnet, Marianne. » Elle a blêmi. Très légèrement, mais assez pour que je le remarque. « Tu fouilles dans mes affaires? » Non, tu l'as laissé dans mon canapé, comme on laisse une arme sur une table. Luc a tourné la tête vers Marianne, cherchant une explication. Elle a évité son regard. « Ce n'est pas ce que tu crois, Luc. » Il avait les lèvres entr'ouvertes, l'air perdu. Il n'était pas habitué à ce rôle, celui d'un homme confronté à la vérité, sans manière de la contourner. Je me suis tournée vers lui. « Tu le savais. Peut-être pas tout, mais tu savais. » Il n'a rien dit, rien, et son silence fut la confirmation la plus douloureuse que je pouvais espérer. « Je n'ai jamais été un problème pour toi, Luc, jusqu'au jour où l'argent est entré dans la conversation. » Il a serré les poings. Marianne l'a touché légèrement, comme pour réclamer son soutien. « Madeleine, arrête de jouer la victime, » a-t-elle lâché sèchement. « Tu dramatises tout. On voulait juste avancer. Tu vis dans une grande maison, toute seule. Tu n'as pas besoin de tant d'espace, ni de tout cet argent. » Elle a fait un geste vague, comme si mes ressources n'étaient qu'un surplus inutile. « Et puis, tu as 70 ans, Madeleine. Tu ne vas pas. » Elle n'a pas fini sa phrase, mais elle n'en avait pas besoin.
Je connaissais la suite. Je me suis penchée vers elle, la regardant droit dans les yeux. « Tu voulais que je dépérisse, que je me fatigue, que je me rende. » « Ce n'est pas vrai !» s'est-elle écriée, mais sa voix tremblait, juste assez pour trahir une faille. Luc a fermé les yeux comme s'il espérait disparaître dans la chaise. Je me suis redressée. « Je vais vendre la maison. » Luc a rouvert les yeux brusquement. « Quoi ? Maman, on peut en discuter, non ? On peut… » « Non, c'est décidé. Mon ton n'avait pas besoin d'être élevé. Il était final. Et vous devrez partir. » Marianne s'est levée brusquement, la chaise raclant le sol. « Tu ne peux pas nous faire ça. On vit ici, on fait tout pour toi, on t'aide, on t'accompagne. Et toi, tu nous jettes à la rue ? Je vous offre exactement ce que vous m'avez offert pendant des mois. L'indifférence. » Luc a mis sa tête entre ses mains. « Maman, tu vas trop loin. » Je l'ai regardé longuement, mon cœur serré mais ferme. « Non, Luc, je suis enfin à la bonne distance. » Marianne a serré les dents. « Tu vas regretter ça. » Je me suis levée lentement, me dirigeant vers l'escalier. Peut-être, mais ce soir, ce n'est pas moi qui devrais avoir peur du lendemain. Je suis montée dans ma chambre, j'ai refermé la porte derrière moi et j'ai tourné la clé. Dans le silence du couloir, j'ai entendu leurs voix se superposer, leurs reproches, leurs protestations, leurs mensonges. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait plus de peur, plus d'hésitation. Seulement cette certitude calme, absolue. J'avais enfin repris ma vie. La nuit qui a suivi cette confrontation n'a pas été une nuit. J'ai tourné dans mon lit pendant des heures, le cœur encore secoué par leurs voix, leurs mots, leurs regards. Mais au milieu de cette agitation, une idée s'est cristallisée, simple, imposante, lumineuse. Il fallait que je parte, pas demain, pas un jour, pas après une autre conversation inutile, non, maintenant. J'ai attendu que la maison s'endorme, le silence s'est étendu doucement, comme un drap sur les murs. Je me suis levée, j'ai ouvert ma valise que je n'avais jamais vraiment défaite depuis la vente de la maison de Normandie. Je suis allée à l'essentiel, quelques vêtements, mes médicaments, le petit coffret en bois contenant mes photos, l'USB bleu où j'avais rangé tous mes documents scannés. Chaque geste me semblait plus léger que le précédent. J'ai ensuite sorti une feuille blanche. Je me suis assise à mon bureau, j'ai pris mon stylo. Les premières lignes ont mis du temps à venir, puis les mots se sont alignés presque d'eux-mêmes, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Luc, quand tu liras cette lettre, je serai déjà partie. Je ne t'écris pas pour te punir, je t'écris pour te dire la vérité que je n'ai plus la force de te répéter. Depuis des mois, je ne suis plus ta mère aux yeux de Marianne et tu n'as rien fait pour m'en protéger. Je me suis interrompue un instant. L'encre brillait encore. J'ai repris. J'ai vu les messages, j'ai lu les notes, j'ai entendu vos discussions. Je sais que vous attendiez que je m'épuise, je sais que vous comptiez sur ma faiblesse. Mais je ne suis pas faible, Luc. Je suis fatiguée, oui. Mais je ne me laisserai plus traiter comme un obstacle. J'ai terminé la lettre avec ces mots. Je ne te souhaite pas du mal, je te souhaite seulement d'apprendre, de comprendre, un jour. Adieu, maman. Je l'ai plié, glissé dans une enveloppe et inscrit simplement « Luc ». Je suis descendue dans la cuisine. La maison était plongée dans l'obscurité. J'ai posé la lettre bien au centre de la table, là où il ne pourrait pas la manquer. Puis j'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison sur la pointe des pieds. Il était 5 heures du matin. Le ciel de Paris était d'un bleu pâle, presque translucide. J'ai appelé un taxi. Je me suis installée à l'arrière, sans regarder derrière moi. À 7 heures, alors que le train quittait la gare, mon téléphone s'est mis à vibrer. D'abord un appel, puis 2, puis 5. Je n'ai pas décroché. Les messages ont suivi. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Tu pars comme ça, sérieusement ? On peut en parler. » Puis le ton a changé, plus tranchant, plus pressant, plus inquiet aussi. Puis un message de Marianne, très court. « Tu fais une erreur. » Je suis restée immobile, 1 minute entière, puis j'ai éteint mon téléphone. Le train roulait, les paysages défilaient, et quelque chose en moi se détendait, doucement, comme un muscle trop longtemps crispé. Paris s'éloignait, la maison aussi, leur voix, leur jugement, leur avidité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré profondément sans sentir de poids sur ma poitrine.
Je n'avais rien gagné, rien récupéré, rien triomphé, mais j'avais repris la seule chose qu'il ne pouvait plus me voler, ma liberté. Les premières semaines loin de Paris ont eu un goût étrange, un mélange de vide et d'air neuf, comme lorsqu'on sort d'une pièce trop sombre pour entrer dans un endroit inondé de lumière. Les yeux brûlent, mais le cœur respire. J'avais loué un petit appartement à Nice, le temps de trouver mieux. 2 pièces simples, mais avec un balcon donnant sur les toits ocre et un coin de mer au loin. La première fois que j'ai ouvert les volets, le soleil du sud m'a enveloppé d'une chaleur douce. Rien à voir avec la grisaille parisienne. Ici, la lumière entrait sans demander la permission. J'ai passé plusieurs jours à marcher, simplement. Je découvrais les ruelles du vieux Nice, le marché aux fleurs avec ses couleurs vives, les terrasses où les gens riaient sans se méfier de demain. J'observais tout cela avec une étrangeté paisible. Je n'étais plus une mère inquiète, ni une femme surveillée, ni un obstacle dans ma propre maison. J'étais juste Madeleine, et c'était suffisant. Un matin, en passant devant une petite affiche collée sur une vitrine, je me suis arrêtée. Recherche bénévole pour visiter des personnes âgées isolées. Ces mots m'ont frappée sans prévenir. Isolée, comme moi, comme tant d'autres. Le lendemain, j'étais à l'association. On m'a confié ma première visite. Simone, 83 ans, vive, lucide, mais très seule. La première fois que je suis entrée chez elle, elle m'a reçue avec une méfiance presque comique. « Vous êtes qui, vous ?»« Madeleine. Je viens pour passer un peu de temps avec vous. » Elle m'a regardée, les sourcils froncés, puis a haussé les épaules. « Tant que vous n'êtes pas là pour m'acheter quelque chose. » Nous avons ri. Un rire simple, léger, comme je n'en avais plus eu depuis longtemps. Les semaines ont passé. Simone s'est ouverte peu à peu. Elle m'a raconté son mari disparu, ses enfants trop loin, sa solitude qui pesait la nuit. En l'écoutant, je me suis souvent surprise à hocher la tête. Sa solitude résonnait tellement avec la mienne. Un mercredi, alors que nous partagions un thé dans sa petite cuisine, elle a dit « Vous savez, Madeleine, on survit mieux quand quelqu'un nous voit vraiment. » Ces mots ont traversé mon cœur comme une vérité oubliée. Parce que c'était exactement cela. J'avais passé des mois à vivre sous des regards qui ne me voyaient plus. Avec Simone, on se voyait, simplement, humainement. Peu à peu, ma vie s'est remplie. Pas de grandes choses, pas de miracles, non. Des petits moments. Un café sur mon balcon le matin en regardant la mer devenir dorée. Des visites à l'association. Des promenades sur la promenade des Anglais. Le sentiment d'exister à nouveau. Un après-midi, Gabrielle, ma sœur, est venue passer quelques jours avec moi. Nous nous sommes promenés au bord de l'eau. Elle a glissé son bras sous le mien, comme lorsqu'on était enfant. « Tu as changé, Madeleine. En bien, en vrai, tu es redevenue toi. » Je l'ai regardée, les yeux un peu humides. J'ai eu peur, Gabrielle. On a toute peur quand il faut lâcher quelque chose qui nous a définis trop longtemps. Luc devra apprendre. Ce n'est pas à toi de porter son chemin. Ces mots étaient simples, mais ils sont restés en moi comme des pierres d'ancrage. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert ma petite boîte en bois, celle où je gardais mes souvenirs, des lettres, quelques bijoux et surtout la photo de Luc enfant, avec son ballon rouge. Je l'ai prise entre mes mains. Je l'ai regardée longtemps. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Un sourire triste, mais doux, a effleuré mes lèvres. Pas un sourire de regret, un sourire d'acceptation. Je ne savais pas où la vie allait me mener ensuite. Je savais seulement une chose. Je n'étais plus brisée. Je n'étais plus sous l'ombre de personne. J'étais vivante et libre. Le soleil de fin d'après-midi baignait tout l'appartement d'une lumière dorée. Une lumière chaude qui faisait danser la poussière comme de petits éclats d'or. Je me suis installée sur mon balcon. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé cette chaleur m'envelopper. J'avais traversé la tempête. J'avais survécu. Et maintenant, enfin, je commençais à vivre. Si mon histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé un moment où vous avez dû vous protéger ou reprendre votre place, dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment vous lire et comprendre ce que vous avez vécu. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires vraies, d'autres voix, d'autres parcours de courage. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation difficile, partagez-lui cette vidéo. Parfois, une histoire peut éclairer un chemin.